Au restaurant, ma sœur Camille a lancé à haute voix. Allez-vous-en. Trouvez une autre table. Celle-ci est réservée à la famille, pas aux filles adoptées. Ils ont tous éclaté de rire et acquiescé. Puis le serveur a déposé devant moi l'addition de 2200 € pour tout leur dîner de fiançailles. J'ai souri, pris une gorgée d'eau et payé. Une fois la transaction validée, Camille s'est mise à hurler. « Attends une seconde s'il te plaît. Avant de vous dire comment je leur ai fait regretter cette phrase, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. » Le vent sur la terrasse en hauteur traversait mon manteau, mais je ne ressentais aucun froid. Je me sentais alignée. À l'intérieur du salon vitré, ma famille adoptive levait ses coupes de champagne. Mon père, Daniel, riait de ce que ma mère, Christine, venait de lui souffler à l'oreille. Ma sœur, la future mariée, rayonnait, sa main posée sur le bras de son fiancé fortuné. Ils avaient l'air d'une famille insouciante. Normal, c'est moi qui venais de tout payer. Le reçu était encore tiède dans ma main. 2200 €. Le prix d'entrée pour une vie à laquelle je n'avais jamais réellement eu droit. Camille tapota de nouveau sa cuillère contre son verre. Le silence tomba dans la pièce. Elle lissa sa robe en soie, me regarda droit dans les yeux à travers la vitre, un sourire crispé aux lèvres. Elle fit un geste de la main comme pour chasser un chien errant trop près du buffet. « Sophie » articula-t-elle lentement pour que je lise sur ses lèvres. « Tu gâches le décor. » Ma mère hocha la tête sans même se retourner, occupée à ajuster le voile de Camille. Ils ne se sont pas demandé si je partirais. Ils ont juste supposé que je le ferais. C'était ça, l'accord tacite. Je paie, ils profitent, et je disparais jusqu'à la prochaine facture. Je baissai les yeux sur le reçu. Ce n'était pas qu'un simple papier. C'était un contrat. Et j'avais décidé d'y mettre fin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé la vitre. J'ai simplement plié le reçu, l'ai glissé dans ma poche, et je me suis dirigée vers l'ascenseur. La transaction était bouclée. Et nous aussi. Les portes se sont refermées, coupant la vue sur la fête. Le silence de la cabine métallique était lourd, mais pas vide. Il me protégeait. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette. L'écran s'illuminait déjà. Un message de ma mère, Christine. « Tu nous as humiliés. Où vas-tu » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas justifié. J'ai appuyé sur l'icône à côté de son nom. Bloquer le contact. Puis j'ai fait pareil pour Daniel. Et enfin pour Camille. Quand l'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, mon monde numérique était aussi silencieux que le monde réel. J'ai appelé un taxi et donné mon adresse. Alors que les lumières de la ville défilaient à travers la vitre, je repensais aux 5 dernières années. On me demande souvent pourquoi les victimes d'abus financiers restent. Les gens pensent qu'on est faible, stupide, naïve. Je n'étais rien de tout ça. J'étais architecte. Je comprenais la structure, la stabilité. Mais j'étais tombée dans le plus vieux piège psychologique du monde, le biais des coûts irrécupérables. Pendant des années, j'avais traité ma famille adoptive comme une machine à sous. Chaque facture réglée, chaque crise apaisée avec mes économies. C'était une pièce insérée dans la fente. Je me persuadais qu'un jour, les lumières clignoteraient, les cloches sonneraient, et que le jackpot d'amour et d'acceptation tomberait. Je croyais que si j'investissais assez, il finirait par me considérer. Mais ce soir, en voyant ce reçu, j'ai compris. La machine n'était pas froide. Elle n'allait pas payer. Elle était truquée. Il n'y avait pas de gain. Juste une bouche à vide qui engloutissait sans fin. Payer cette note, ce n'était pas céder. C'était la dernière pièce que j'étais prête à perdre, juste pour prouver que le jeu était faussé. Une fois chez moi, l'air était immobile, propre. Mon appartement, minimaliste et précis, tranchait avec le chaos coûteux de la maison familiale. Je n'ai pas retiré mon manteau. Je suis allé droit à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur. Je n'ai pas eu besoin de chercher. Je savais exactement où c'était. Un fichier nommé le relevé. Un tableau que j'avais commencé il y a 5 ans. Pas par vengeance, mais pour comprendre où partait mon salaire. Je suis remonté en haut du document. Première ligne. Réparation de la voiture de Julien, 1100 €. Mon petit frère avait accidenté sa voiture et mon père prétendait qu'il n'avait pas de liquidité. J'avais payé. Plus bas. Complément de scolarité de Camille, 3800 €. Impôt en retard de Daniel, 7800 €. Cure bien-être médical de Christine, 2700 €. Ligne après ligne, les chiffres devenaient flous, jusqu'à former un montant énorme en bas à droite. J'avais financé leur train de vie pendant que je vivais dans un studio et faisais mes courses chez des discountés.
J'étais leur filet de sécurité, leur investisseuse, leur plan retraite. Et eux, me présentaient comme leur fille indépendante, avec ce ton qui voulait dire, distante, froide. Ils disaient que j'étais froide parce que je travaillais assez pour leur offrir la chaleur qu'ils estimaient mériter. Je fixais le curseur clignotant. Ce document n'était plus une trace personnelle. C'était une arme. J'ai cliqué sur Imprimer. L'imprimante s'est mise en route dans un bruit régulier. Un battement mécanique qui sonnait comme un cœur. La première page est sortie. Puis la deuxième. Puis la troisième. Il a fallu du temps pour imprimer les 12 pages d'exploitation. J'ai pris la pile de feuilles encore tièdes. Elles avaient du poids. Une présence. Pour la première fois, mon sacrifice n'était plus invisible. Il était là, en noir sur blanc. J'ai posé le tout sur mon bureau, juste à côté du reçu du dîner de la veille. L'audit était terminé. Il était temps de passer au recouvrement. Le lendemain, je ne me suis pas réveillée avec le soleil, mais avec les vibrations de mon téléphone sur la table de nuit. Il avait bourdonné toute la nuit. Comme un insecte furieux piégé dans le silence. Mon écran de verrouillage était saturé de notifications. Appels manqués de numéros bloqués. Messages vocaux d'inconnus. SMS d'anciens voisins et amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. Ma mère, Christine, avait contourné le blocage en utilisant le téléphone de notre voisine. Message reçu à 7h04. Sophie, c'est égoïste et théâtral, même venant de toi. Ton père est malade d'inquiétude. On a besoin de la carte pour l'acompte de la salle aujourd'hui. Reviens t'excuser ou ne te donne même pas la peine de venir à Noël. Tu détruis cette famille. Je fixais les mots, égoïste, théâtral, détruire. Le vocabulaire typique des narcissiques. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient pour l'acompte. La famille qu'on m'accusait de briser n'était qu'un écosystème financier. Et moi, je venais d'en retirer l'espèce clé. Je n'ai pas répondu. Aucune panique, aucun besoin de réparer ou de m'excuser pour avoir existé. Juste un calme glacial et lucide. J'ai balayé la notification. Puis j'ai ouvert Instagram. Camille avait été occupée. Elle avait posté une photo de la soirée de fiançailles, un cliché de groupe. Mes parents, elle, son fiancé et Julien, tous riants, coupe de champagne à la main. Légende. Tellement reconnaissante d'être entourée de ma vraie famille, celle qui me soutient sans condition. Triste que certaines personnes préfèrent la jalousie au bonheur, mais on ne laissera pas la négativité gâcher nos bénédictions. #famille avant tout, #amour vrai. Les commentaires? Un cœur de validation. Tu mérites le meilleur, ignore les rageux, on vous aime. Ils étaient en train de réécrire l'histoire en direct. Je devenais la vieille fille jalouse et amère incapable de se réjouir du bonheur de sa sœur. Un récit qu'ils entretenaient depuis des années. Sophie la carriériste. Sophie la froide. Sophie l'étrangère. Et maintenant, ils en récoltaient les fruits. Assise à mon îlot de cuisine, un café à la main, je regardais la pile de papiers imprimés la veille. Le relevé. 12 pages de vérité financière implacable. Julien m'envoya un message depuis une appli anonyme. Yo, papa pète un câble. File juste les infos de la carte pour qu'il paye le prestataire. Arrête de faire ta cinglée. Je pris une gorgée. La vapeur du café s'élevait doucement dans l'air calme de mon appartement. Je me souvenais du jour où Julien m'avait déjà traité de cinglée. Parce que je refusais de payer ses amendes de stationnement. Avant de céder. Parce que mon père disait. La famille aide la famille. Pas aujourd'hui. J'ai glissé le relevé dans mon porte-documents en cuir. Je me suis habillée avec mon tailleur le plus strict, gris anthracite, parfaitement ajusté. Je ne m'apprêtais pas pour une réunion de famille. Je m'habillais pour la guerre. Je suis sortie dans la lumière du matin. Mon téléphone a de nouveau vibré. Je ne l'ai même pas regardé. Qu'ils crient dans le vide. Qu'ils tordent l'histoire comme ils veulent. J'ai les preuves. Et je ne paierai plus jamais. Mon agence d'architecture était une forteresse de verre et d'acier, au cœur du quartier financier. C'était le seul endroit de ma vie où ne régnait que la logique, la physique et le mérite. D'ordinaire, j'y ressentais un soulagement. Mais ce jour-là, l'air du hall était chargé. Assise dans l'un des fauteuils design, parfaitement droite, une femme attirait l'attention. Hors contexte, mais parfaitement à sa place. Tante Catherine. Je me suis figée une demi-seconde. Dans la mythologie familiale, elle était la sorcière. La paria. La veuve froide et fortunée qui avait abandonné la famille pour garder sa fortune. Ma mère l'appelait la sorcière. Mon père refusait même de prononcer son prénom.
Je ne l'avais pas revue depuis mes 10 ans. Mais je reconnaissais sa posture. Elle portait un tailleur crème sur mesure, qui valait sûrement plus que ma première voiture. Elle me vit. Ne sourit pas. Ne fit pas signe. Elle se leva, saisissant un dossier épais en cuir. Sophie, dit-elle. Sa voix était glaciale comme de la glace sèche. Il nous faut une pièce sans oreille. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle était là. Ni comment elle savait où je travaillais. J'ai hoché la tête et l'ai conduite au-delà de l'accueil, badge scanné. Nous avons marché en silence jusqu'à la salle de réunion B, une boîte vitrée insonorisée, avec vue sur la rivière. Je refermai la porte. Bonjour, tante Catherine. Inutile de perdre du temps en politesse, dit-elle, en posant le dossier sur la table en acajou. J'ai vu ce qui s'est passé hier soir. Le toit. L'addition. Ton départ. Je me raidis. Mais vous n'y étiez pas? J'ai des yeux partout, Sophie. Je te surveille depuis 11 mois. Le silence se figea. Je la regardai. Vraiment regardai. Et je compris. Ce que ma famille appelait froideur, ce n'était pas de la méchanceté. C'était de la précision. C'était ce même regard que je voyais chaque jour dans le miroir. Pourquoi? Demandai-je. Si vous me surveilliez, pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi ne pas m'avoir aidé quand je payais la voiture de Julien ou les frais d'études de Camille? Catherine s'assit, les mains croisées sur le dossier en cuir. Parce que tu n'étais pas prête. C'était la vision du témoin silencieux. Elle m'expliqua qu'elle suivait l'abus financier depuis des années. Elle connaissait le chantage émotionnel. Elle savait que j'étais exclue. Mais elle connaissait aussi la psychologie de la victime. Si j'étais intervenue il y a 6 mois, dit-elle d'un ton calme et précis, tu les aurais défendus. Tu aurais dit qu'ils traversaient une mauvaise passe. Tu aurais utilisé mon argent pour les sauver, encore une fois. Je ne pouvais pas te sauver, Sophie. Tu devais d'abord te sauver toi-même. Il fallait que tu sois celle qui se lève de la table. Elle tapota le dossier du bout de l'ongle. Hier soir, tu as enfin coupé le cordon. Tu as stoppé la transaction. Ça veut dire que tu es prête à voir ce qu'il y a là-dedans. Je fixai le dossier. Il était épais, bourré de documents. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Des preuves, répondit-elle. Ta mère t'a dit que tes parents biologiques sont morts sans un sou. Qu'elle et Daniel t'ont recueilli par pure bonté d'âme, malgré le fardeau financier. Oui, soufflai-je. Il me le rappelle chaque Noël. Les yeux de Catherine s'illuminèrent d'une colère glaciale. Une faille soudaine dans son armure parfaite. Mensonge, siffla-t-elle. Tes parents ne t'ont pas laissé sans rien, Sophie. Ils t'ont tout laissé. Et pendant 25 ans, Christine et Daniel ne t'ont pas seulement utilisé. Ils t'ont volé. Elle fit glisser le dossier vers moi. Ouvre. Je l'ouvris. La première page n'était pas un relevé bancaire. C'était une lettre, jaunie par le temps, écrite à la main. Datée de 25 ans en arrière, 2 semaines avant l'accident de voiture qui avait changé ma vie. À notre fille, Sophie. Pour que tu aies toujours une base solide. En dessous, un relevé bancaire de l'année de mes 18 ans. Le solde n'était pas à 0. Il affichait 1 300 000 €. L'air de la salle de réunion sembla disparaître. Je ne pouvais plus respirer. Ma mère m'avait implanté une seule vérité depuis l'enfance. Que mes parents biologiques étaient des rêveurs irresponsables, morts avec des dettes plein les bras. Qu'elle et Daniel m'avaient élevé au prix d'un sacrifice énorme, au bord de la ruine. Cette culpabilité, je l'avais portée toute ma vie. C'est elle qui m'avait poussé à payer sans poser de questions. Ils ont menti, murmurai-je. Les mots tombaient, lourds comme des pierres dans l'eau. Ils n'ont pas juste menti, répliqua Catherine, sa voix tranchante. Elle tourna la page. Un document légal. Christina y était nommée mandataire. Catherine était l'exécutrice désignée. J'ai créé ce fonds avec ton père, dit-elle. Je devais le protéger. Mais quand tu avais 7 ans, Daniel est venu me voir en larmes, avec des documents, des faux, je le comprends aujourd'hui, affirmant que tout avait été perdu en bourse. Ils m'ont dit qu'il ne restait rien. Qu'ils avaient du mal à te nourrir. Catherine serra les poings. Je les ai crus. Je les ai laissés jouer les martyrs, pensant qu'ils se sacrifiaient pour toi. Je ne savais pas que j'avais laissé le renard garder le poulailler. Je tournai les pages. Le dossier était une autopsie comptable de ma vie volée. Retrait, 11 000 €, école privée de Camille. Retrait, 50 000 € capital pour l'entreprise de conseil de Daniel. Retrait, 7 000 €, vacances à Disneyland. Je me souvenais. J'avais 12 ans. Ils étaient partis une semaine à Disneyland. Me laissant chez Madame Dubois, leur voisine, sous prétexte qu'ils n'avaient pas les moyens pour un billet en plus.
J'avais passé ces jours à croire que j'étais un fardeau. Pendant qu'il dilapidait mon héritage en costume de souris et suite d'hôtel. Je tournais jusqu'à la dernière page. Transaction datée d'il y a 3 jours. Retrait 23 000 €, à compte rooftop vénitien. Le monde bascula. Je n'avais pas juste payé les 2200 € du bar hier soir. J'avais payé toute la fête, la salle, les fleurs, le champagne. Avec l'argent de mes vrais parents, ceux qui m'aimaient réellement. Christine et Daniel ne s'étaient pas contentés de me transformer en distributeur. Ils avaient cannibalisé mon avenir pour nourrir leur enfant doré. Je levai les yeux vers Catherine. Le choc avait disparu. À sa place, une colère froide, sourde. Comme un moteur qui s'allume. Ils ont volé 1 million à une orpheline, dis-je. Ce n'était pas une question. Avec les intérêts et les placements, précisa Catherine. Ils ont volé près de 3 millions. Et ils continuent. Ils pensent que le puits est sans fond. Elle fouilla dans son sac et sortit 2 enveloppes épaisses, couleur crème, scellées avec le cachet de son cabinet d'avocat. Ceci, dit-elle en tapotant la première, est une injonction pour geler tous leurs biens. Et ceci, ajouta-t-elle en touchant la seconde, est une plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie. Elle me fixa, ses yeux sombres, identiques aux miens. Froid. Intransigeant. Ils organisent un brunch ce matin, dit Catherine. Au club privé pour célébrer les fiançailles. Je me levai. Pas besoin de demander d'où venait l'argent du brunch. Je refermai le dossier. Allons-y, dis-je. Je crois qu'il est temps de gâcher leur fête. Le brunch au club privé était une mer de nappes pastel et de rires forcés. Depuis l'entrée, je les observais. Ma famille trônait à la table centrale, entourée de cousins éloignés et de la belle famille de Camille. Mon père, Daniel, debout, mimosa à la main, était en plein toast sur la sacralité du soutien familial. L'ironie était si dense que je pouvais presque en sentir le goût métallique. À côté de moi, tante Catherine ajusta son foulard de soie. Elle avait l'allure d'un général contemplant un champ de bataille déjà piégé. « Prête ?» demanda-t-elle. « On va faire tomber tout ça, répondis-je. Nous sommes entrés. Le silence s'est propagé depuis la porte comme une onde de choc. Les têtes se sont tournées. Les verres se sont figés. Quand ma mère, Christine, nous a vus, son sourire s'est tordu en une grimace de panique. Elle s'est levée trop vite, sa chaise raclant bruyamment le sol en marbre. Sophie, souffla-t-elle en se précipitant vers nous. Que fais-tu ici? Tu n'étais pas invitée. Et en plus tu l'as amené. C'est un événement privé. Ce n'est pas privé, Christine, déclara Catherine d'une voix claire qui couvrit toute la salle. C'est une scène de crime. Le silence tomba, net. Daniel s'immobilisa, son verre suspendu à mi-hauteur. Camille leva les yeux de son assiette de fruits, le regard affolé entre nous et l'enveloppe que tenait Catherine. « Fais pas de scandale, murmura ma mère, les yeux écarquillés. On en parlera après. S'il te plaît, pars. Non, dis-je. Ma voix était calme. La même voix que j'utilise pour annoncer à un entrepreneur qu'un mur porteur menace de s'effondrer. On ne parle plus. On est là pour notifier. Catherine la contourna et s'avança vers la table d'honneur. Elle ne cria pas. Elle ne jeta aucun verre. Elle déposa simplement les documents juridiques sur la nappe blanche, juste à côté du centre de table fleurie, que j'avais payé. Daniel. Christine, dit Catherine. Voici les notifications d'une plainte fédérale pour détournement de fonds, fraude et abus de confiance. Depuis 9 heures ce matin, vos avoirs sont gelés. La maison, les comptes, les fonds de votre société, tout. Daniel lâcha son verre. Il se brisa au sol, aspergeant ses mocassins italiens de jus d'orange et de champagne. Vous n'avez pas le droit, balbutia-t-il. C'était un remboursement. On l'a élevé quand personne ne voulait d'elle. Vous ne m'avez pas recueilli, dis-je en avançant. Vous avez pris mon fonds. Moi, je n'étais que l'emballage. Les invités murmuraient maintenant. Le fiancé de Camille, toujours soucieux des apparences, retira lentement sa main de la sienne. Camille sentit le vent tourner. Elle regarda ses parents, la panique montant dans sa gorge comme l'eau d'un sous-sol inondé. « Gelé ?» demanda-t-elle, la voix aiguë. « Mais, et les paiements du mariage ? Les chèques doivent partir demain. » « Il n'y aura pas de chèque, Camille, dis-je. Le puits est à sec. » « Mais l'argent, balbutia Camille en se tournant vers notre mère. Tu m'avais dit qu'il y en avait plein. Que le fonds était presque inépuisable. Christine tenta de la faire taire, de la calmer. Trop tard. La pression était trop forte. La structure, trop fragile. Camille repoussa sa main et se leva. Son visage se crispa en une crise de pure arrogance blessée.
Tu m'avais dit que c'était mon argent, hurla Camille. Tu m'as dit que Sophie n'était que la fille de service. Que ses parents te l'avaient laissée parce qu'ils te devaient quelque chose. Le silence fut total. Sa confession planait dans l'air. Laide. Incontestable. Elle savait. Depuis le début, l'enfant doré savait d'où venait l'or. Elle n'était pas juste gâtée. Elle était complice. Je tournai la tête à gauche. Le vidéaste du mariage, engagé pour capturer des moments de famille naturels, se trouvait à 3 mètres. Sa caméra était levée. Le voyant rouge d'enregistrement allumé. Fixe. Impitoyable. Il avait tout. La fraude, la confession, la chute. Christine vit la caméra, puis les visages figés des futurs beaux-parents. Dans ses yeux, je vis la prise de conscience brutale. Sa valeur sociale venait de chuter à 0. C'est un malentendu, tenta Daniel, la voix cassée. On peut tout expliquer. Vous expliquerez ça au procureur, dit Catherine. La plainte pénale est déjà déposée. Je l'ai regardée une dernière fois. Ma mère, tremblante dans sa robe de créatrice. Mon père, minuscule. Ma sœur en larmes, pas pour le crime, non. Pour son budget envolé. Ils avaient l'air d'étrangers. Viens, tante Catherine, dis-je en me retournant. J'ai une nouvelle vie à construire. Nous sommes partis comme nous étions venus. Et je n'ai pas regardé en arrière. Les conséquences furent rapides. Brutales. Et entièrement auto-infligées. Dès le lundi matin, la vidéo de la confession hurlée de Camille avait fuité. Pas par moi. Par un invité qui avait compris que le conte de fées familiales n'était qu'un mensonge. La vidéo devint virale en quelques heures. Internet ne vit pas une mariée stressée. Il vit une complice gâtée, furieuse qu'on lui ait repris son train de vie volé. Daniel et Christine furent inculpés 2 semaines plus tard. Les charges? Fraude, détournement de fonds et abus de confiance. Comme les montants impliquaient plusieurs régions et des institutions bancaires, les procureurs fédéraux ont été saisis. Ils risquaient des années de prison, pas quelques semaines. Le fiancé de Camille l'a quitté avant même que l'encre sur les chèques d'annulation ait séché. Il a publié un communiqué officiel, évoquant des valeurs trompées, puis a disparu dans son monde riche et sans scandale. Sans le fonds pour la soutenir, Camille n'avait plus rien. Ni carrière. Ni mari. Ni réputation. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau. Un espace que j'avais conçu moi-même. Des lignes épurées, de la lumière naturelle, une structure solide. Sur mon bureau, les plans d'un projet. Un centre communautaire pour les jeunes issus de l'aide sociale, entièrement financé par le fonds récupéré. Je ne bâtissais plus sur du sable. Je bâtissais sur le roc. Je repensais à cette métaphore. La maison de papier. Ma famille avait construit une vie belle, enviée. Vue de l'extérieur, elle semblait parfaite. Les fêtes, les vêtements, le statut. Mais ce n'étaient que des murs de papier, tenus debout par l'argent qu'ils m'avaient volé. Pendant 20 ans, ils avaient peint le papier pour qu'il ressemble à du marbre. Convaincu le monde que tout était solide. Mais au moment où j'ai retiré mon soutien, au moment où j'ai cessé d'être leur mur porteur, la structure entière s'est effondrée. Elle n'avait ni fondation, ni vérité. Tante Catherine entra, 2 cafés à la main. Elle posa le sien sur ma table à dessin. Elle était désormais ma partenaire, m'aidant à gérer le fonds qu'elle avait elle-même créé à l'origine. Prête pour la visite du chantier? Demanda-t-elle. Toujours, répondis-je. J'ai pris mon téléphone. 0 appel manqué de ma mère. 0 message de mon père. Ils avaient droit à un appel par semaine depuis le centre de détention. Et ils le réservaient à leurs avocats. Pas à moi. J'ai souri. Un vrai sourire. Facile. Un sourire qui montait jusqu'aux yeux. J'ai éteint mon téléphone et l'ai glissé dans mon tiroir. La transaction était enfin, définitivement, clôturée.